Développement important en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé a démissionné aujourd'hui en s'opposant notamment à l'introduction d'un deuxième vaccin dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola par des acteurs qui ont fait preuve d'un manque d'éthique manifeste, d'après le docteur Oli Ilunga. Ce qui pourra avoir un impact déterminant sur le contrôle de l'épidémie, dit-il. Le docteur Ilunga écrit que de fortes pressions se sont exercées depuis plusieurs mois. Pour l'heure, le seul vaccin à être utilisé est fabriqué par le groupe pharmaceutique Merck. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a décidé de superviser directement la riposte contre la maladie par le biais d'un comité d'experts. Et justement, la lutte contre Ebola continue dans le pays. À Goma, dans le Nord Kivu, les fidèles sont appelés à se laver les mains avant la messe. L'Église catholique recommande d'éviter, jusqu'à nouvel ordre, le geste de paix qui consiste à se serrer la main pendant la cérémonie religieuse afin de prévenir tout risque de contagion entre les croyants, comme nous allons le voir à la cathédrale Saint-Joseph de Goma avec Blanche Sanou. Depuis la découverte il y a quelques jours du premier cas de fièvre hémorragique Ebola à Goma, situé à la frontière avec le Rwanda, les leaders religieux utilisent leur influence pour sensibiliser les populations. Comme tous les dimanches matins, les fidèles catholiques prennent d'assaut la cour de l'église. Guidés par l'un des prêtres, ils se lavent les mains avant le début de la messe. Nous avons pris l'habitude de nous laver les mains. La plupart du temps, tout le monde ne le respecte pas. Mais aujourd'hui, la situation est devenue très grave. Quand on se lave les mains, il y a un problème d'Ebola. Nous savons qu'il y a maladie à virus d'Ebola. Nous devons nous laver toujours les mains parce qu'on ne doit pas prendre des microbes. Et quand nous allons nous communier, il faut qu'on se communie avec les mains qui sont propres. On ne se donne plus les mains dans l'église. Ça dit seulement comme ça. Quand on dit paix du Christ, ok, avec vous. On fait seulement comme ça. La semaine dernière, le cas confirmé d'un pasteur d'une église chrétienne découvert à Goma a suscité une série d'inquiétudes. À ce jour, l'Organisation mondiale de la santé a élevé l'épidémie d'Ebola au rang d'urgence sanitaire mondiale. La mobilisation contre la maladie se poursuit et les équipes sanitaires ont élargi le champ de la campagne de vaccination. Dans les lieux publics et au niveau des frontières, la vigilance s'impose. Pour rappel, l'épidémie d'Ebola touche les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Plus de 2500 personnes ont contracté la maladie en RDC et plus de 1700 en sont mortes depuis près d'une année. Au Burkina Faso, l'affaire des 11 détenus retrouvés morts dans les locaux de l'unité antidrogue de Ouagadougou continue de faire des vagues. Ils étaient en garde à vue pour des infractions liées aux stupéfiants et sont décédés dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier. Une enquête a été ouverte. Les familles des victimes attendent toujours de connaître les causes exactes des décès une semaine après le drame. Moi, personnellement, je m'en fiche pas mal des résultats de l'autopsie, puisqu'on ne nous a pas demandé notre avis avant de faire l'autopsie. L'autopsie, ça sert peut-être à celui qui a demandé l'autopsie. C'est eux qui les ont gardés jusqu'aujourd'hui, avant de mourir. Voilà. Donc, concernant l'autopsie, ça ne sert pas à réveiller un cadavre. La manière dont ça a été dit de récupérer le corps, nous n'avons pas accepté. Voilà. Et ils disaient de venir prendre le corps comme ça sans qu'on ne dise rien. On a le droit de savoir ce qui s'est passé. Voilà. Et après ça, nous sommes disposés à récupérer le corps. La police même est en train de nous mentir. La police, l'État et le gouvernement, bon, je peux dire que ce n'est pas la même chose, mais leurs paroles, ils se défendent. Au final, c'est la même conclusion. Voilà. Parce que qui dit la police et dit l'État, qui dit l'État dit le gouvernement. En Libye, des combats meurtriers se déroulent aux portes de Tripoli entre l'armée du gouvernement reconnue par l'ONU et les troupes du maréchal Khalifa Haftar qui cherchent à conquérir la capitale. Le GNA de Fayez al-Sarraj craint une nouvelle escalade qualifiée de désastreuse, comme nous allons le voir dans le reportage de Heather Murdoch que nous relate Irénée Hermanumbu. La peur au ventre, Ali Fatih Fidi avance progressivement sa voiture vers un réservoir qui dégage de la fumée. Une frappe aérienne a touché le tank et Ali craint que son frère ne soit parmi les victimes.
Avec un autre soldat, Mohamed Bachir, ils partent aux nouvelles dans un hôpital de campagne. À leur grande surprise, le frère d'Ali Abdul Wahab est sain et sauf. La situation à Tripoli est de plus en plus critique. Durant le mois de juillet, un hôpital et un centre de détention pour migrants ont été détruits par des frappes aériennes lors d'affrontements entre les gouvernements rivaux. Si cette guerre s'étend ou s'intensifie, ce sera un désastre, un grand désastre. Les combats ont commencé début avril lorsque Khalifa Haftar, le chef du gouvernement de l'Est de la Libye, a annoncé son intention de prendre la capitale par la force. Depuis lors, ses forces luttent contre celles de Tripoli, fidèles au gouvernement de l'Ouest reconnu par la communauté internationale. Haftar dit vouloir combattre le terrorisme. Ses soldats disent mener la guerre pour l'avenir de la Libye. Mais beaucoup sont ceux qui sont convaincus que si Khalifa Haftar arrive à ses fins, la Libye reviendra à l'époque du règne d'un seul homme fort. Le soutien est très faible. La communauté internationale reconnaît certes notre gouvernement, mais la guerre dure depuis des mois et il n'y a pas de zone d'exclusion aérienne ni de protection du gouvernement ou des civils dans la capitale par la communauté internationale. Moins d'une heure après la frappe qui a touché le tank, Ali et Mohamed sont montés dans leur voiture blindée. Quelques instants plus tard, une autre frappe aérienne les a directement touchés. Ali n'y a pas survécu. Les incidents entre l'Iran et les États-Unis se multiplient depuis la mise en œuvre de la politique américaine dite de pression maximale. Téhéran indique avoir appréhendé des Iraniens travaillant pour le compte de la CIA, l'agence américaine du renseignement. Le démenti de Washington n'a pas tardé. Davantage avec Didi Diko. Téhéran a annoncé lundi avoir arrêté 17 Iraniens entre mars 2018 et mars 2019 dans le cadre du démantèlement d'un réseau d'espions de la CIA et avoir condamné à mort plusieurs d'entre eux. Une annonce à laquelle Donald Trump n'a pas manqué de réagir. Les informations selon lesquelles l'Iran aurait arrêté des espions de la CIA sont totalement fausses. Pas une once de vérité. Encore des mensonges et de la propagande comme leur drone qui a été abattu, mis en avant par un régime religieux qui échoue lamentablement et qui ne sait pas quoi faire. Leur économie est morte et cela va empirer. C'est la pagaille en Iran. La CIA n'avait pas immédiatement réagi lundi matin. L'agence refuse généralement de s'exprimer sur l'arrestation ou la mort de ses agents ou informateurs. Le tweet de Donald Trump a immédiatement suscité des critiques de la part de la communauté du renseignement. Il y a une raison pour laquelle le gouvernement ne s'exprime jamais sur de telles informations. La prochaine fois qu'une information de cette nature ne suscitera pas de réponse, tout le monde pensera qu'elle est vraie. Ces nouvelles tensions entre Washington et Téhéran viennent s'ajouter à 2 semaines de bras de fer entre l'Iran et le Royaume-Uni, suite à l'arraisonnement au large de Gibraltar d'un navire-citerne iranien, puis le 19 juillet à celui d'un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz par les autorités iraniennes. La course à la présidentielle américaine de 2020 se poursuit. Les candidats à l'investiture démocrate continuent de s'affronter. L'éducation est l'un des thèmes phares de leur campagne, d'autant que ces prétendants, la Maison-Blanche, ne veulent surtout pas négliger les jeunes. Une tranche qu'il faudra toutefois motiver pour aller voter. Un reportage de Sahar Majid avec le récit d'Abdourahman Dia. Pour Samantha McAllister, une étudiante en 3e année à l'American University de Washington, D.C., les coûts de scolarité élevés et l'endettement des étudiants sont les principaux défis de sa génération. Les frais de scolarité sont devenus trop élevés pour les étudiants, même dans les écoles d'enseignement professionnel et les universités d'État. C'est de la folie dans les universités privées comme la mienne et on ne figure même pas parmi les établissements les plus chers du pays. Les candidats démocrates offrent différents programmes pour attirer les jeunes électeurs. Certains sont plus réalistes que d'autres. Je pense que le programme le moins probable est celui de la remise de prêts. Un programme qui effacerait toutes les dettes des étudiants est peu probable. Ça coûte très cher et ce n'est pas une bonne politique. Mais l'éducation supérieure gratuite est possible. Peut-être la version la moins chère est la formation professionnelle ou la gratuité à l'université. Mais il n'y a pas que l'éducation qui préoccupe les jeunes électeurs.
Il y a aussi la santé. Nous avons fait de grands progrès avec Obamacare en baissant le nombre de non-assurés parmi les jeunes. Mais nous constatons un impératif moral pour certains jeunes à qui nous avons parlé. Ils veulent vraiment la couverture médicale universelle. Même s'ils sont devenus majoritaires parmi les électeurs, les jeunes n'ont pas l'habitude de se déplacer massivement le jour du vote. Cette donne est toutefois en train de changer lentement et les candidats en sont conscients, ce qui expliquerait cette floraison d'idées dans leur programme pour attirer les jeunes Américains. Il est fidèle au rendez-vous, comme chaque lundi. Arzouma Compaoré nous rejoint pour la rubrique Afrotech. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Jacques et bonsoir à toutes et à tous. Direction le Kenya, où la plus grande centrale éolienne du continent a été inaugurée vendredi dernier. Fournissant environ 310 mégawatts d'énergie renouvelable, ce projet volumineux devrait fournir près du 50e des besoins énergétiques du pays. Le projet éolien du lac Turkana a coûté aux investisseurs privés environ 680 millions de dollars pour la mise en place des 365 éoliennes atteignant chacune près de 50 mètres de haut. Le projet repose sur son positionnement stratégique dans un corridor naturel, le corridor Turkana, que certains appellent d'ailleurs l'endroit le plus venteux de la planète. Et Jacques, le pays a également commencé à développer une centrale de charbon au large de la côte de Lamu, un nouveau projet qui fait partie de la politique globale du pays de produire 100% d'énergie renouvelable d'ici 2020. 2020, c'est pas loin, hein, je le signale. C'est dans quelques mois, c'est l'année prochaine évidemment. Comme chaque lundi, Arzouma, le focus de la semaine. Tout à fait. Alors, focus cette semaine sur la conception logicielle en Afrique, en l'occurrence au Burkina Faso, avec la société Impact Soft Informatique. C'est une entreprise de prestation de services informatiques basée sur la conception et la programmation d'applications de gestion des applications mobiles et web. Comme nous l'explique d'ailleurs le responsable de la structure, Mathurin Parkouda, ce qui compte pour eux, c'est d'innover tout en faisant gagner du temps aux clients. Suivez plutôt. Les logiciels dont nous faisons la promotion, ce sont des logiciels 100% conçus par Impact Soft Informatique. Donc, nous avons la latitude de pouvoir apporter toutes sortes de modifications, toutes sortes d'améliorations et d'éventuelles corrections, des applications mobiles, des professeurs qui peuvent saisir les notes sur les tablettes. Voilà, par exemple, sur un devoir qui est fait, le parent peut recevoir la note de l'élève, voilà, en SMS sur son téléphone. Il faut permanemment innover, il faut améliorer. C'est ça qui nous permet de rester sur le marché. Il y a des domaines où vraiment c'est très difficile d'accès. Voilà, nous avons par exemple des solutions de gestion commerciale. Pour accéder vraiment à ce milieu-là, je vous assure que c'est un peu compliqué à cause un peu de mentalité. Ce n'est pas pour embellir l'activité, mais c'est pour gagner du temps. Et le facteur temps, c'est vraiment le facteur clé dans le développement de chaque entreprise. Voilà, on rappelle qu'avant de créer iSoft en 2013, Mathurin Parkouda était le chef du service informatique du bureau burkinabé du droit d'auteur. Et puis Arzouma, la fiction qui devient réalité, et ça on le voit dans votre rubrique Folie d'invention. C'est ça, même nous parlons d'une caméra qui permet aux personnes aveugles de voir. La caméra 2C 3D est le résultat d'un concept de caméra tactile pour malvoyants munie d'un écran 3D. La caméra crée des photos et des vidéos 3D à partir de nombreux pixels 3D qui changent en fonction de la photo pour former la photo 3D à la surface de l'écran, ce qui évidemment donne tout son sens au terme écran tactile. L'utilisateur peut toucher l'écran tout en photographiant et ressentir ainsi ce qu'il capte avec l'appareil photo en temps réel. Lorsque l'utilisateur aime ce qu'il ressent, il peut alors cliquer et enregistrer la photo. Le fichier 3D est enregistré et peut être ressenti beaucoup plus tard. Alors la 2C 3D, qui n'en est encore, il faut le rappeler, qu'à l'état de prototype, est l'œuvre de l'Israélienne Oren Geva, qui est ingénieure en dessin industriel et connue pour les objets jouets originaux qu'elle développe. Voilà, c'est tout pour Afrotech de cette semaine. On se retrouve à très bientôt. Merci bien Arzouma, c'est vraiment fascinant. À lundi prochain. À lundi prochain. Merci.
Cap maintenant sur le Sénégal où l'on continue de parler de ce défi relevé par deux jeunes pilotes du pays. Dans le sillage des pionniers, Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry, ils ont effectué un vol entre Saint-Louis au Sénégal et Paris à bord d'un petit avion de 4 places. Et le vol retour a eu lieu il y a quelques jours. Ils ont atterri dans leur aéroclub de Dakar où des dizaines de personnes étaient venues les attendre. Alison Lekogo-Fernandez y était également. Reportage. Exténués mais heureux. Biram Koulibaly, 36 ans, et Maodo Ndiaye, 25 ans, sont de retour au bercail après avoir passé plus de 50 heures dans les airs en quelques jours, avoir foulé le sol de 5 pays différents dans le sens aller et retour et parcouru près de 10 000 kilomètres. Un rêve d'enfant pour ces deux natifs de Dakar, dont l'un, le plus jeune, est pilote professionnel et l'autre agent dans le marketing, mais passionné d'aviation. Le projet s'est concrétisé il y a quelques mois à peine, en février dernier, au cours d'une conversation entre les deux amis. Biram et moi, on s'est assis au niveau du bar de l'aéroclub et on s'est dit pourquoi pas ramener un avion jusqu'en France, quoi. Parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de rallyes qui venaient d'Europe. On s'est dit pourquoi pas essayer de faire l'aéropostale de Jean Mermoz dans le sens inverse. Ce serait un bon défi. En 4 mois, les deux compères trouvent des sponsors pour financer leur projet, mettent leur petit avion de 4 places aux normes internationales, préparent leur itinéraire et s'occupent de la maintenance de leur engin qui ne dépasse pas les 5h30 d'autonomie. Un vrai défi technique, logistique et humain pour les deux pilotes. Arrivé en France, en fait, quand on a atterri, déjà Maodo et moi on s'est regardés. On s'est dit, ouais, on y est. Et ensuite, quand on a roulé pour aller au parking, on ne se rendait pas compte qu'il y avait autant de monde qui nous attendait, en fait. Ça nous a énormément touchés. Et je peux vous dire que le moment de garer l'avion, on était en train de trembler, Maodo et moi. Déjà, on avait peur de descendre et surtout, on avait une petite fierté de se dire, on l'a amené jusqu'ici, cet avion, en fait. Siège. Réglé. Fan park. En place. Lors de ce premier exploit, Biram et Maodo ont pris goût au défi. Ils souhaitent d'ici quelques mois partir à la conquête de l'Afrique avec leur petit monomoteur. Mais avant, ils ont à cœur de se rendre dans les écoles sénégalaises pour partager leur expérience et faire comprendre à la jeunesse de leur pays qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. On va également décoller avec lui un récapitulatif de la Cannes 2019 et d'autres nouvelles sportives avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, amis sportifs. Vous le savez, la fête du football africain a pris fin vendredi en Égypte avec le sacre des Fennecs d'Algérie devant les Lions de la Teranga du Sénégal battus 1-0. Les deux formations sont rentrées chez elles, accueillies en héros de part et d'autre. Suivez. Je suis très fier de cette grande victoire et nous sommes très heureux ici à Blida et dans toute l'Algérie. Mon père m'a beaucoup parlé de ce qui s'est passé avant et maintenant je peux le vivre. Je suis heureux pour cela. Nous avons besoin de cette victoire, surtout avec la situation actuelle dans le pays. Hier, la coupe n'est pas venue au Sénégal, mais nous, on sent que vraiment la coupe est là avec nous depuis 2002, je peux dire. Donc nous sommes fiers d'eux, on n'est pas déçus du tout. Certes, on est triste, mais on n'est pas déçus du tout. Que de moments intenses vécus durant cette 32e édition. L'Algérie sacrée, Madagascar qui étonne, Mohamed Salah qui déçoit, des stades vides. Bref, la Coupe d'Afrique des Nations à 24 pays pour la première fois offert 4 semaines de surprises et de déceptions. Suivez. L'Algérie historique, les Fennecs ont dessiné une deuxième étoile sur leur maillot en remportant le titre 29 ans après celui de 1990. Si elle était arrivée sur la pointe des pieds en Égypte, l'équipe de Riyad Mahrez s'est révélée jusqu'à devenir la maîtresse du continent, en partie grâce à son maître à penser. Il y a 10 mois, j'ai récupéré une équipe vraiment dans la difficulté, sans vouloir dramatiser, mais c'était vraiment dans la difficulté. Et réaliser tout ce qu'on a pu faire et se porter comme ça sur le toit de l'Afrique en 10 mois, c'est tout simplement extraordinaire. Vraiment extraordinaire comme cette CAN qui a déjoué les pronostics. Madagascar, pour sa première participation, et le Bénin ont apporté de la fraîcheur en atteignant les quarts de finale. Plus que de la fraîcheur, l'Afrique du Sud a glacé l'Égypte lors d'un 8e de finale historique.
Sur les bancs de touche, le Sénégalais Aliou Cissé et l'Algérien Djamel Belmadi ont été les deux premiers coachs africains à s'affronter en finale depuis 1998. Au-delà de leur point commun, même âge, 43 ans, même carrière de joueur, ils incarnent la nouvelle vague de talentueux techniciens issus du cru. Bien évidemment, tout n'a pas été rose pour tous dans cette compétition. L'icône locale Mohamed Salah a vécu une quinzaine désastreuse. En plus de l'élimination piteuse dès les huitièmes de finale, Mo Salah a éveillé la colère d'une partie des Égyptiens à cause de son soutien à son coéquipier Amr Warda, accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel. Autre fait marquant, les gradins qui cherchaient des fans. À part pour les matchs du pays hôte et la finale, les stades étaient vides. N'empêche, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a vanté la réussite du tournoi, disant préférer des stades vides à l'insécurité. Vivement Cameroun 2021, pour qu'une fois de plus, l'Afrique célèbre son football. Parlons à présent d'un autre championnat d'Afrique, celui des bras de fer, qui s'est déroulé à Bamako, au Mali, donc du 11 au 14 juillet dernier. Le bras de fer, dont la popularité gagne du terrain sur le continent, a suscité l'engouement des jeunes Maliens qui ont participé à ce 10e championnat, aux côtés de 12 représentants d'autres pays. Thierry Kaoré. Alpha Sogoba, 20 ans, soulève le fait tous les jours ici à Badalobougou, un quartier de Bamako. Il se prépare pour affronter les 12 athlètes en compétition pour la médaille d'or de cette 10e édition du championnat d'Afrique de bras de fer. Une discipline dont il est tombé amoureux depuis son jeune âge. À cette époque, mon corps ne pouvait pas soulever de poids, mais j'assistais à toutes les rencontres, quel que soit le lieu. Petit à petit, j'imitais les actions des athlètes et après, je suis passé à l'acte. Comme tout début, son premier combat n'a pas été du tout facile, mais aujourd'hui, il fait la fierté de son équipe. Alpha joue un grand rôle dans notre équipe. À chaque sortie, il remporte des distinctions dans sa catégorie. C'est un atout de l'avoir dans mon équipe. En plus de la préparation physique, Alpha doit également prendre des aliments riches en protéines pour être en pleine forme pour la compétition. Ici, au Palais des Sports de Bamako, c'est le grand jour et les fans sont là. Et première victoire pour Alpha. Mais ce sera également la fin de son parcours car il perdra plus loin face à son compatriote Daouda Kolo. Il se contentera donc de la 3e place dans la catégorie des 80 kilos. J'ai été éliminé en demi-finale, mais je me suis bien préparé pour cette Coupe d'Afrique et je visais le trophée. Mais je suis 3e, ce n'était pas ce que j'espérais et l'arbitrage a joué sur le résultat. Plus de 300 athlètes d'au moins 9 pays ont pris part à la compétition qui a également connu la participation de femmes dans la catégorie des moins de 60 kg. Le Mali a aussi augmenté le nombre de catégories cette année afin que les félistes puissent gagner plus de médailles. Et voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et une très bonne semaine. Merci, à demain.